Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Léa Vigier pour parler ensemble du trouble bipolaire. Bonjour Léa. Hello Delphine. Alors je suis hyper ravie de te recevoir Léa parce que je t'ai découverte sur les réseaux. Et je trouve que ce que tu fais est assez incroyable. Et vu qu'on parle pas assez en plus de toutes ces choses sur les neuroatypies, toutes les variations mentales, psychiques, cérébrales, neurodéveloppementales, plein de termes. Du coup, je veux bien qu'on fasse un peu tous connaissance avec toi Trop et bien. ce que tu fais dans la vie et pour promouvoir notre merveilleuse maladie. Écoute, pour moi, c'est la première fois du coup que je fais un podcast avec quelqu'un qui est bipolaire. Donc, je suis super contente. Très hâte de voir de quoi on va échanger ensemble. Parce que du coup, je pense qu'on va toutes les deux apporter pour expliquer ce qu'est la maladie. Peut-être je me présente rapidement. Oui, de toute façon, c'est un podcast très libre. Donc, je m'appelle Léa Vigier, j'ai 32 ans. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est je sensibilise à la bipolarité, aux maladies mentales. J'essaye de casser les tabous, les stigmates dessus. Et je le fais au travers de grandes aventures pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Pas venir avec un discours très noir, culpabilisant, mais plutôt venir avec des aventures qui emmènent les gens au travers de mes aventures et qui leur permet, au travers de ça, de mieux comprendre la maladie, mais aussi d'avoir de l'espoir et de se dire, ah tiens, si cette fille est malade mentale et est bipolaire et qu'elle réalise ses rêves, bon, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire aussi que les bipolaires ne sont pas que cette image qu'on peut tous avoir, en tout cas moi que j'ai eue au tout début, de fou en asile, en camisole, dangereux pour la société. Instable. Voilà, exactement. Et donc voilà, donc c'est ça ce que je fais. Et donc pour donner aux auditeurs des petites idées des aventures, l'été dernier, j'ai fait un tour de France avec une pancarte « Je suis bipolaire, tu m'invites » et C'est sans comme ça argent. d'ailleurs que je t'ai connue. Ah, c'est comme ça que tu m'as Oui, connue. et j'ai Ok. trouvé que c'était extraordinaire. Trop bien. Après, j'ai fait aussi des aventures comme de l'alpinisme. J'ai fait l'ascension de plusieurs sommets, dont le dernier à plus de 7000 mètres. Je fais aussi de la plongée en apnée pour aller en haute profondeur. Et donc, à chaque fois, il y avait ce challenge de inspirer, sensibiliser, et puis aussi, on en parlera, je pense, ensemble, de qu'est-ce qu'on met en place dans sa vie pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir peut-être faire des choses qui pourraient nous rendre instables en tant que bipolaire, mais grâce à tout ce qu'on va mettre en place, et au final, on va pouvoir rester stable et pouvoir aller au Profiter bout de de la nos vie, ambitions. finalement. Exactement. Et alors, moi, je suis un exemple où on va dire que moi, la vie que je veux avoir, on va dire, elle va être très aventurière. Mais ce message, il est pour toutes les personnes et tout type de rêve qu'on peut avoir. Bien sûr, on peut avoir un rêve de vouloir boire du chocolat chaud avec un chat, avec un plaid, c'est tout à fait OK. Je valide de pouvoir avoir le job qu'on veut, de pouvoir rencontrer l'amour, de pouvoir fonder une famille, de pouvoir partir faire un voyage seul ou avec ses amis. Voilà, il y a tout type de rêve. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, quand on entend le diagnostic d'une maladie mentale, on se dit, bon, ça y est, ma vie est foutue. Et j'aurai une vie compliquée, éloignée de la société. Et voilà. Donc, je viens avec courte. voire très courte, voilà, parce que si on n'est pas bien traité, on a une mortalité qui est quand même assez élevée dans cette maladie. Donc, on estime que c'est 13 ans d'espérance de vie en moins et 50% des bipolaires qui font des tentatives de suicide. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ouais. Donc voilà, donc c'est comment sensibiliser et expliquer que oui, c'est une maladie, puis on va pouvoir en parler ensemble, je pense. Oh oui. Et en même temps, gardons nos rêves.
Gardons espoir. Oui, parce qu'on reste humain, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Et si on perd nos rêves, si on perd tout notre imaginaire, bah finalement, qu'est-ce qu'on devient? On perd cette humanité Mm. qu'on a tous le droit d'avoir. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que toi, tu as un fonctionnement particulier? Tu le définirais comment pour toi personnellement? Mm. Alors, je pense qu'il y a... En fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, bon, bah, il y a une bipolarité et il y a des bipolarités. Donc, on va dire qu'on va expliquer la bipolarité, si c'est ça que tu me demandes. Ah oui, c'est une Oui. merveilleuse transition en plus vers cette partie un petit peu plus didactique. Donc, la bipolarité, si on veut l'expliquer de manière simple et universelle, on va dire que donc c'est une alternance entre deux phases. Une phase qu'on va appeler up et qui va être une phase dans laquelle on va avoir une hyperactivité au niveau cérébral, physique et au niveau aussi de comment on va voir la vie. Et on va la voir de manière beaucoup plus colorée, de manière beaucoup plus belle. Et souvent on dit, voilà, tu es dans un état d'exaltation. Donc ça, c'est la phase up. Et puis la phase down, qui à l'inverse va être donc une sous-activité de ton cerveau qui marche beaucoup moins vite, de ton corps aussi, donc ce qui amène à vouloir beaucoup plus dormir, à avoir beaucoup moins envie de faire de choses, et de comment on voit la vie. Et là, on va plutôt avoir un filtre plus noir et blanc de la vie. On va beaucoup moins voir la beauté de la vie et donc on va trouver tout ça assez déprimant. Ce qui est important, c'est que c'est une maladie. C'est marrant parce que moi, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer qui me disaient « Ah, mais je pensais que les maladies mentales n'étaient pas des maladies. » Parce qu'il y a mental après. Et donc, du coup, ils se disent « Bon, bah, c'est dans la tête. » Alors, bah, oui, c'est dans la tête, parce que dans la tête, il y a le cerveau. Mais le cerveau peut être cassé aussi. Exactement. Mais le cerveau, il va sécréter. Et il va sécréter, il y a la sécrétion des neurotransmetteurs qui vont t'amener à avoir de la motivation, à voir la vie de la bonne manière, à trouver des solutions, etc. Et puis après, il y a aussi la sécrétion des hormones. Et ça, dans la bipolarité, c'est aussi une sécrétion du coup qui est dérégulée et qui fait que, bah, par exemple, quand tu vas avoir certaines hormones en excès, et bah, tu vas avoir beaucoup plus de motivation, tu vas par exemple tomber amoureux beaucoup plus facilement, Ouais. tu vas avoir envie des autres, avoir une hypersexualité beaucoup plus importante. Et du coup, à l'inverse, quand il n'y en a plus, bah, y a plus de tout ça. Donc, on est vraiment sur une maladie. Il n'y a pas à dire, ah ben, tu peux changer comme ça, juste par la pensée. Non, c'est pas Comme du tout le dirait cas. ma psychologue, si vous aviez une jambe cassée, Delphine, Ouais, eh bien, vous n'iriez pas faire un marathon et vous c'est vous ça. sentiriez légitime à dire je suis malade car j'ai une jambe cassée. Eh bien, c'est pareil, sauf que c'est dans la tête et ça se voit pas. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est là où on a un travail de sensibiliser à ça pour que les personnes comprennent que c'est une maladie, que les personnes n'y peuvent rien, qu'elles ne sont pas coupables et qu'elles ne sont aussi pas responsables de leurs actions quand elles sont dans les phases et dans les crises. Après, donc là, je t'ai donné une définition universelle. Oui, Et après, en fonction donc des bipolaires, on va avoir des phases up et down plus ou moins fortes et plus ou moins longues, avec aussi plus ou moins d'alternance. et plus ou moins de symptômes aussi. Voilà, et plus ou moins de symptômes. Et donc, c'est là où on va dire, bon, bah, il y a plusieurs bipolarités. Et c'est ça qui rend quand même le diagnostic plus difficile parce que ça va pas être exactement pareil d'une personne à l'autre. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des hauts qui ne sont pas très hauts. Oui, c'est les hypomanies, C'est type 2. ça. Moi, Ouais. par exemple, je suis bipolaire de type 2. Donc, à ce D'accord. jour, j'ai pas fait de manie. J'ai D'accord. fait que des hypomanies. Ça veut pas dire que Ok. c'est moins fort. Ça veut juste dire qu'on n'a pas les mêmes symptômes Hmm.
dans ce qui est ressenti et ce qui est vécu. Donc, Ok. effectivement, c'est ça qui peut jouer sur les perceptions en termes Ouais. de up. On peut confondre avec la dépression aussi, d'ailleurs. Exactement. Beaucoup de psychiatres vont diagnostiquer à tort quelqu'un du coup de dépressif chronique parce qu'il va le voir du coup plusieurs fois sous dépression. Il ne verra pas les moments où ça va mieux parce que le patient ne va pas voir le psychiatre quand il va mieux et que lorsque ça va mieux, en effet, c'est un up, mais ce n'est pas non plus un up qui est flagrant et qui se voit directement et qui va inquiéter directement les proches. Et donc ça, pour te donner un chiffre, c'est 60% des bipolaires qui sont diagnostiqués à tort dépressifs. Ce qui, Voilà. du coup, pose des gros problèmes aussi au niveau du traitement. Exactement. Tu as tout à fait raison. Le problème, c'est que donc, les personnes qui vont être dépressives vont être traitées avec des antidépresseurs, ce qui, dans une grande partie des cas, ne va pas traiter la bipolarité et surtout, dans une bonne partie des cas, va l'accentuer. Ça va Parce partir que, en up une fois que tout est résolu. c'est ça, ça va emmener du coup la personne. Donc, pour expliquer peut-être aux gens, les antidépresseurs, donc, ils viennent réactiver la sécrétion de la sérotonine. La sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui te permet de trouver des solutions à tes problèmes et de voir la vie de manière plus colorée. Grosso modo, c'est la joie. C'est ça, exactement. Et ça vient du coup de le réactiver et ça permet que ça se resécrète. Et le problème, c'est quand tu es bipolaire, le problème, c'est que tu manques pas de sérotonine tout le temps, tu es dérégulé, donc en dépression, tu en manques. Mais par contre, en up, tu en as beaucoup trop. Et si du coup, en plus, on met des antidépresseurs, du coup, on va t'emmener directement vers les hauts et de manière forte et très rapide. Et malheureusement, plus on va vers des hauts forts, plus derrière, les bas vont être forts. Et donc, du coup, ce traitement-là va aller accentuer ta bipolarité. Moi, ça a été le cas. Ça l'a accentué année après année, crise après crise, quoi. Et donc, du coup, peut-être, je peux te poser la question. Tu dis donc, toi, tu avais des hypomanies. Est-ce que tu pourrais décrire quels étaient les symptômes et peut-être pourquoi c'était difficile, tu vois, à être distingué? C'est vrai que les hypomanies, c'est assez traître parce que ça donne un petit peu l'impression que on est juste content. Alors certes, on est content, mais par contre, il y a aussi dans ces symptômes-là, c'est très vicieux parce qu'il y a la privation de sommeil. Moi, j'ai lu, je pense, l'intégralité des fanfictions Harry Potter la nuit, sans arrêt. Je pense que j'ai vidé Internet de ces fanfictions. Et en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais cette privation de sommeil parce que je lisais et je n'avais pas besoin d'aller aux toilettes, je n'avais pas soif, je n'avais pas faim, je n'avais pas envie de dormir. J'étais juste concentrée sur lire ces histoires. Et le fait donc d'avoir cette privation-là, les gens vont pas forcément le voir à moins de vivre au quotidien avec moi, parce que le lendemain, je vais quand même être suffisamment opérationnelle pour que ça marche. Et vu que je vais avoir cette hyper joie, je vais avoir envie de changer ma garde-robe, donc je vais avoir envie de m'acheter beaucoup trop d'affaires qui ne vont me servir absolument à rien. Ça m'est arrivé aussi de vouloir complètement changer ma vie, de devenir graphiste alors que je dessine aléatoirement. D'ailleurs, je l'ai vu aussi dans mes aquarelles. Moi, ma technique de dessin est différente en fonction de mon état mental. Donc, je voyais vraiment la précision au détail, parce que je me suis prise pour un peintre où il faut absolument souffrir dans le froid pour réaliser un bon croquis. Hein, danser sous la lune parce que c'est comme ça qu'on fait en Bretagne, parce que c'est le pays de tous les folklores, que des actions comme ça, ou alors ne plus savoir exprimer l'amour ou la joie envers autrui. Et donc la seule solution que j'avais, c'était qu'il fallait que je touche la personne et que je la secoue. Parce que du coup, il y avait trop d'énergie et j'avais cette envie de secouer absolument la personne pour lui montrer que j'avais cet attachement envers elle. Et ça ne plaît pas beaucoup en général qu'on se fasse secouer. Et puis évidemment, oui, l'hypersexualité, ça m'est beaucoup arrivé. Hein. J'avais l'impression d'être nymphomane, alors qu'il y avait d'autres moments, j'avais l'impression d'être asexuelle. Donc les remises en question de ma propre sexualité, ça a été
beaucoup aussi de variations. Et puis des fois des mises en danger aussi. Je me souviens avoir fait un up pendant le Covid. Euh, J'avais une entorse juste au début du confinement. Et j'ai eu la brillante idée d'acheter Just Dance, ce qui n'est pas très conseillé avec une entorse, mais il fallait absolument. J'ai eu un projet de faire un cosplay, donc je suis sortie pour aller chercher du papier journal pour faire du papier mâché. Vraiment rien de prioritaire, absolument, mais c'était important. Et donc, dans ces moments-là, j'étais sûre de moi qui d'habitude n'ai pas trop confiance en moi. Enfin, en tout cas, j'ai eu des grandes périodes de ma vie, la quasi-totalité avant ma prise en charge thérapeutique, on va dire, où j'avais pas de confiance en moi, où c'était très difficile d'avoir une estime positive. Mais dans les moments de up, tout allait bien, pas de problème. Je pouvais partir dans des... Ouais, ouais, ça c'est vraiment un point. Quand il y a quelque chose, c'est quand tu es dans les ups, tu acquiers une estime, une confiance en toi qui est énorme et qui est vraiment très, très agréable. Et c'est la raison pour laquelle on va pas se dire, bah, il y a un problème quand je suis en up, quoi. Mm. Parce que pour nous, les ups, surtout quand du coup derrière on va vivre des downs de dépression, les ups, c'est les meilleurs moments qu'on peut vivre On dans a notre vie. l'impression d'être enfin heureux. Exactement. On est là, ça y est, je suis enfin heureux, je suis au top, je me sens trop bien, je, je brille. Et donc, du coup, on aimerait pouvoir être comme ça tout le temps. Surtout qu'en termes de timing, moi j'avais lu dans mes recherches et aussi quand j'ai eu la psychoéducation à l'hôpital de jour où j'étais en clinique de jour, que les ups durent moins longtemps en moyenne que les downs, puisqu'on peut avoir de quelques jours à quelques semaines, allez, quelques mois vraiment, mais c'est très rare pour les ups, alors que pour les downs, on est sur minimum, on est sur un mois, plusieurs mois, voire si c'est pas traité, plusieurs années. Donc c'est pas du tout les mêmes ratios. Et on sait que en plus il y a ce fameux effet de crash, comme pour les drogues en fait, où dès qu'on n'a plus toute cette sérotonine et qu'on arrive au point où on l'a vidée et où on est dans le deuxième mode qui se casse et tout retombe et là c'est la chute. Hmm. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et du coup, la question, c'est, bon, il y a le point de réussir à déceler donc les moments de up et du coup se rendre compte qu'on est dans une bipolarité et pas dans une dépression chronique. Et puis après, la deuxième étape, elle est de réussir à accepter que on a cette maladie-là. Donc, c'est ne pas en avoir honte. Et donc ne pas avoir honte d'être malade mental dans une société qui stigmatise énormément les malades mentaux. Donc ça, c'est un véritable travail qui est à faire. J'accepte. Dans cette acceptation, c'est j'accepte que je ne suis pas responsable, que j'ai une maladie, que c'est pas une maladie imaginaire. Et que derrière, vu que c'est pas une maladie imaginaire et comme on pourrait avoir un diagnostic de diabète, et en fait, il faut le prendre au sérieux. Et il faut du coup trouver un bon traitement et puis trouver un bon accompagnement pour pouvoir réussir à s'en sortir de cette maladie. Et vu que c'est une maladie qui est invisible et en plus très stigmatisée, c'est très dur de la prendre au sérieux. On se dit non mais c'est bon, ça va passer, non mais c'est bon, ça va aller mieux, ok c'est bon, j'ai pris un peu un traitement, ça va aller mieux, etc. On la prend beaucoup moins au sérieux que comme tu disais si il te manque une jambe ou autre quoi. Et puis en plus, on n'a pas envie de la prendre au sérieux parce que plus on doit la prendre au sérieux, plus du coup on doit accepter notre statut d'être un malade mental. Et donc là est l'enjeu aujourd'hui parce que toutes ces épreuves, tous ces obstacles empêchent les personnes de pouvoir être correctement traitées, accompagnées, et donc de pouvoir atteindre le stade qu'on appelle de rétablissement. Et donc un stade de rétablissement, c'est pouvoir avoir la vie qu'on a envie de mener avec cette maladie-là.
Et donc Oui, parce qu'on le rappelle, c'est pas une maladie qui se guérit, c'est non, une c'est maladie une qui maladie se chronique. stabilise. Ouais, c'est une maladie chronique qu'on a à vie, mais dont on peut apprendre à vivre avec et à se rétablir et donc du coup à vivre une vie stable, souvent beaucoup plus stable que beaucoup de personnes qui n'ont même pas la maladie à la Parce qu'on fin. apprend à se connaître finalement. Exactement, parce qu'on apprend à se connaître et donc qui nous permet voilà, d'avoir la vie qu'on a envie de mener. Donc là, c'est vraiment ça, c'est vraiment ces étapes-là par lesquelles aujourd'hui on doit se battre. C'est aider les personnes à comprendre que c'est une maladie, qu'il ne faut pas avoir honte, que en fait une maladie surtout qui est classée comme 6e handicap mondial. Ce qui est énorme, hein, mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire tout handicap confondu. Les handicaps invisibles, visibles, physiques, psychiques, psychologiques, neurodéveloppementaux et mentaux. Donc c'est énorme. 6e mondial. Pour rappel, sur Terre, on est combien 8 milliards 7 milliards. 7 milliards. J'ai mis 1 milliard de trop. Carrément. Et donc, du coup, comprendre que oui, il va falloir mettre en place plein de choses, comme on te dit, tu as un cancer, bon, voilà, il va falloir mettre en place plein de choses, être accompagné, etc. Et donc, ça, c'est la bataille. Pourquoi c'est la bataille? Parce que, encore un autre chiffre quand même qui est très important, on estime qu'il y a 1,6 million de bipolaires en France, ce qui, du coup, amène à, je crois, être la maladie qui touche le plus de Français. Oui. Pour donner un peu des ordres de grandeur, le cancer du sein touche 900 000 Français. La sclérose en plaques, dont on peut souvent entendre parler, touche 100 000 Français. Donc c'est pas une guerre de ça c'est plus grave, etc. Sûr. Mais c'est juste se rendre compte on parle beaucoup de plein de maladies, qu'on sensibilise, etc. Et c'est génial et c'est trop bien. Mais la bipolarité touche énormément de personnes. Mais et énormément. Là, le nombre en plus qu'on a, c'est le nombre de diagnostiqués. Oui. C'est pour ça que moi, souvent, je dis 2 millions. Parce que, ah oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont médiagnostiqués en dépression, qui sont médiagnostiqués en schizophrénie, borderline, qui sont médiagnostiqués TDAH. Parce qu'en plus, comme dans la santé mentale, il y a beaucoup de symptômes qui s'overlappent, qui vont les uns au-dessus des autres. Mais il faut avoir tous ces symptômes pour j'ai l'impression de faire une collection, mais pour, entre guillemets, être dans la catégorie de cette maladie. Et donc, c'est vrai que des fois, si on prend juste une partie des symptômes, on pourrait se dire « Ah, mais oui, mais ça fait rappeler, nanani, nanana. » Oui, et puis après, il y a plein d'autres diagnostics qui sont beaucoup plus faciles à accepter. Oui, tout à fait. Tu vois, moi, on a pu me dire « Ah, t'es HPI. » Ah oui, je suis HPI. Bien sûr, ça explique tout. Oui, HPI, t'es super intelligent. Bien sûr que t'as envie de l'accepter, ce diagnostic-là. T'es hypersensible. Oui, voilà, je suis hypersensible, etc. Mais c'est pas stigmatisé. Bien sûr. D'être hypersensible. Donc, du coup, tu vas directement l'accepter. Alors qu'on te dit, en fait, non, t'es plutôt bipolaire. Non, en fait, non, je suis plutôt hypersensible et au potentiel intellectuel, je crois. Tu vois? Donc ça, il y a aussi ça. Après, ceci dit, il y a beaucoup de comorbidités aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas... c'est rare d'être juste bipolaire. Moi, je sais que justement, l'hypersensibilité, j'ai toujours été hypersensible, même avant de déclarer la maladie. Et après, j'ai toujours aussi eu un trouble anxieux généralisé et trouble panique. L'anxiété, ce grand ami. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent perturber le diagnostic, parce que souvent, le dernier diagnostic, en fait, ça va être la bipolarité. Oui, c'est qu'on n'a pas réussi à traiter. Ouais. Et du coup, on se dit, bon, ok, là, il y a vraiment un souci. Alors que tous les autres ont été déclarés, connus, catalogués. On les a, oui, c'est gentil. J'ai bien ma collection de cartes Panini. Mais derrière, c'est souvent le dernier. Et moi, je sais qu'il m'a fallu 10 ans d'errance médicale. Ça, c'est une maladie qui amène énormément d'errance médicale. Parce que même au niveau des psychiatres, tous ne sont pas au fait des subtilités de la maladie. Pas du tout. Mais même pas des subtilités, même des basiques.
Oui, c'est vrai. Bon, de j'ai voulu être sympa. ouais, non, mais malheureusement, alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que je me dis: «Bah, alors de quoi il parle alors?» Si on est en train de parler quand même d'une maladie psychiatrique, qui touche 1,6 million de Français. Mais, je demandais, ouais, à des psychiatres, s'ils avaient été vraiment formés et tout. Ils disaient: «Non, c'est genre c'est une page, Oui, c'est ça. que tu vois et basta, quoi». Donc, ils Et montrent pas d'ailleurs, à les l'époque, différents types de bipolarité et cetera. c'était même le trouble maniaco-dépressif. Oui, oui, oui. C'était Donc, encore, du coup, par définition, pour expliquer aux auditeurs, maniaco-dépressive, maniaque, c'est la phase up, mais très, très forte. oui, c'est Donc, ça. du coup, par définition, ça veut dire que ils allaient diagnostiquer les personnes bipolaires s'ils avaient une phase, haute très, très forte et voilà. Et aujourd'hui, bah, non, ça a évolué. Et alors, pourquoi c'est aussi important de diagnostiquer, ouais, un bipolaire, même s'il a pas des phases hautes très fortes? C'est parce qu'il ne va pas s'en sortir tant qu'il n'a pas un stabilisateur de l'humeur. Et que Exactement. si on lui donne d'autres traitements, ça va continuer et il continuera à faire des énormes dépressions chaque année ou tous les 2 ans Et de pire en pire. et de pire en pire. Donc, c'est là où quand même c'est essentiel, quoi. Moi, j'ai vu ma vie, changer, être bouleversée complètement le jour où j'ai pris un stabilisateur de l'humeur et j'ai vu ce que c'était quoi la vie, quand, on la voyait stabiliser, quoi. J'ai été mais choquée, Bah, ça m'a fait vraiment. pareil, mais il m'en a fallu 3. Ouais, tu as dû en tester plusieurs. Ouais, moi Ouais. j'en ai testé aussi. Donc effectivement, en termes de soins, il y a plusieurs catégories de médicaments qui existent. Il y a ce qu'on appelle les antipsychotiques. Donc eux, leur travail, c'est de diminuer la phase haute. Il y a également les traitements pour l'épilepsie qui peuvent bien marcher aussi sur la bipolarité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise. Et en fait, ça, c'est des traitements qui sont plutôt doux. Et après, il y a également le médicament phare, entre guillemets, celui que les gens vont connaître en général, qui est donc le lithium, qui là est connu, c'est la molécule historique en fait, qui a été la première utilisée pour le traitement de l'humeur et qui du coup est devenue entre guillemets une référence médicale, même si aujourd'hui les médecins utilisent aussi les autres médicaments en fonction du patient et en fonction de sa réception aux molécules, puisque chaque personne va avoir une réception aussi différente. Donc c'est pour ça qu'un psychiatre est très important tout de même. Mmh. C'est- Ouais, carrément. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est de garder espoir et de continuer à tester. J'ai eu plein de personnes qui m'envoyaient des messages, qui me disaient: «Non, mais j'ai testé un traitement, j'ai eu plein d'énormes effets secondaires, donc j'ai envie d'arrêter les traitements». Il y en a quand même beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de traitements possibles, donc faut pas lâcher. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, elles ont dû tester plusieurs traitements parce que, en fait, ça dépend vachement de notre physionomie, de Bien comment sûr. on est. Et il y a des traitements qui vont très, très bien marcher pour certaines personnes. Par exemple, moi, mon traitement, il marche bien sur moi, mais j'ai plein de personnes qui me disent: «Bah non, moi, j'ai pris 20 kilos, ça va pas», Pareil tu vois? pour moi. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment continuer à tester, garder espoir parce que clairement, vous allez trouver, le bon traitement. Surtout qu'en plus, il y a la molécule et après, il y a le dosage. Parce que en fonction de la réception, moi, je sais que justement, on parlait des hormones. En tant que femme, j'ai mes hormones qui varient aussi avec le cycle menstruel. Et du coup, on s'est rendu compte avec ma psychiatre que si on adaptait mon traitement en suivant ce cycle menstruel, eh ben, ça me stabilisait mieux. Mmh. Donc, on a adapté aussi dans la temporalité. Incroyable, trop bien. Et après, deuxième point, c'est aussi parfois, il faut accepter que pendant un moment, tu aies un traitement qui te stabilise bien et peut-être qui t'amène des effets secondaires, pas faciles, mais au moins qui te stabilisent, ce qui s'appelle, on va dire, ce qui s'appelle la période de rémission.
Et pourquoi l'accepter? C'est se dire: «Ça du coup, je n'aurai pas ça sur le long terme, mais ça me permet de me sentir stable et de pouvoir commencer à faire des choix de vie». Alors, c'est-à-dire des choix d'environnement, c'est-à-dire des choix de routine qu'on va mettre en place pour pouvoir, avoir une hygiène de vie, un environnement qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus stables et ensuite de pouvoir diminuer notre, traitement. Et donc, du coup, diminuer les effets secondaires. Donc, moi, ce que je conseille, c'est, bon, il faut tester des traitements et trouver celui qui nous convient le mieux. Mais il faut aussi se dire que parfois, le plus important, c'est d'être stabilisé pour pouvoir derrière construire, mettre en place plein de choses. Et ensuite, tu pourras diminuer, du coup, ton traitement et donc les effets secondaires. Et surtout, d'ailleurs, diminuer le traitement avec Avec le le psychiatre, bien psychiatre. sûr. Ah bah oui. Pas Ah bah bien sûr. d'automédication. Oui, oui. Surtout qu'en plus, nous, en tant que bipolaires, vu qu'on a ces variations d'humeur, quand on est stable, on se dit bah c'est bon, Ouais, tout va bien. exactement. Et il y a énormément de bipolaires justement qui ne sont pas observants de leur traitement parce que dès qu'ils se sentent mieux, ils s'imaginent qu'ils sont guéris. Spoiler alert, on n'est pas guéri, on est stabilisé. Et du coup, c'est très important de garder un traitement stable et de discuter avec les soignants pour adapter ensuite en fonction de la réception de notre corps, de s'il y a besoin de faire des prises de sang, faire les prises de sang et de faire ce suivi personnalisé de manière très monitorée parce que si on arrête tout d'un coup, bah, du coup, notre corps, il est déjà en train de faire le yo-yo de base. Donc, si ensuite on le force à faire du yo-yo, là, c'est pas la bonne idée. Ouais, ouais, carrément. Et puis, c'est toujours ce même sujet de j'ai honte de la maladie, j'ai pas envie de l'accepter, elle est invisible, donc je l'oublie vite, Oui. tu vois. Et donc, du coup, je me dis, oh, en fait, c'est bon, je l'ai pas vraiment, ou ça s'est arrêté, etc. Et c'est ça qui est, c'est ça qui peut être un peu pervers. Et comme tu le dis, il ne faut absolument pas arrêter. Sans voilà, en avoir discuté avec la psychiatre et y être allé peut-être pas à pas. Et puis, au final, qu'est-ce que c'est de prendre un médoc tous les jours? Enfin, je veux dire, moi, je vois 1 million de personnes tous les jours qui prennent des compléments, qui prennent des trucs pour le cholestérol, qui Ou prennent même la pilule pour la pilule, pour les personnes voilà, qui prennent la pilule. des gens qui prennent la pilule tous les jours. Enfin, je veux dire, la pilule, je veux dire, je pense que l'impact sur le corps, il est encore plus important hein, que nos Oh, stabilisateurs. ça, ne me lance pas là-dessus. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais Et oui, pourtant, oui. ça, on l'a pas diabolisé et on est là, ah ouais, c'est normal, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est quand même assez mauvais pour le corps. Donc, Et d'ailleurs, pour les bipolaires, moi, je sais, alors c'est personnel parce que je suis très sensible au niveau des variations de mon corps, mais j'ai remarqué que les contraceptions hormonales jouaient beaucoup sur ma stabilité d'humeur. Ok, super Donc intéressant. j'ai été obligée de trouver une solution pour avoir une contraception non hormonale. Donc il n'y en a pas non plus 3 millions. Hein. Je ne vais pas faire non plus l'apologie du retrait à 2 minutes et demie. Voilà. Donc c'est vrai que le stérilet au cuivre, moi j'ai eu la chance d'être bien réceptive. Mon corps a été bien réceptif. Et donc j'ai pu enlever les hormones. Trop Alors bien. malheureusement, tout le monde ne peut pas. Je sais bien que c'est très difficile la gestion. Du cycle menstruel chez les personnes qui ont un cycle menstruel. Du coup, je sais que j'ai eu de la chance sur ce coup-là, mais ça peut jouer aussi, vu que le cycle hormonal des femmes n'est pas le même cycle que les hommes. Nous, on est sur un cycle d'1 mois, alors que les hommes, d'après ce que j'ai compris, eux, c'est des cycles beaucoup plus journaliers. Enfin, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout la même façon de sécréter et donc d'avoir cette évolution. Ok. Donc, je pense que ça doit peut-être jouer aussi. Appel au psychiatre, si jamais vous voulez faire des études là-dessus. Ça peut être intéressant de voir justement la différence biologique entre une biologie masculine et une biologie féminine par rapport à ce cycle de l'humeur. Donc, Ok. s'ils ont envie de faire des études, allez-y. mais voilà. Du coup, ah oui, on n'a même pas parlé d'ailleurs de la psychothérapie. Oui. Parce que ça, c'est un chouette complément. La semaine prochaine. Moi, ce que je propose, c'est que
bon, peut-être que les auditeurs en ont un petit peu marre d'avoir des chiffres et beaucoup d'études une petite partie éducative. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on essaye de rentrer un petit peu plus dans la façon dont nous, on vit personnellement au quotidien cette maladie, avec un peu nos tips, la façon dont on est suivi, comment on se monitore un peu, comment on s'observe et comment ça se passe comme ça. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.